Découvrir la nature du mental, la nature de nos pensées, et s'émanciper de l'emprise qu'il exerce en nous, dans le champ de notre dimension psychologique, est de toute évidence une épreuve majeure pour un être humain. En effet, lorsque nous voyons la place que prennent le mental et les pensées dans notre vie, nous comprenons que nous sommes face à un phénomène de taille, une entité qui nous subjugue et nous dépasse. Ce n'est pas l'homme qui contrôle le mental et ses pensées, mais l'inverse. Des forces psychologiques nous poussent de façons incessantes à penser, puis à réaliser des actes dans le monde physique. Il est évident que l'homme doit vivre, expérimenter, mais aussi découvrir et prendre conscience que cet aspect de la vie en lui le subjugue et le dépasse. Quand on évoque le mot mental, il désigne la mémoire. Il y a une notion de mémoire dans le mental. Maintenant, si on regarde la mémoire dans le champ de notre vie, en nous, évidemment, on voit de la mémoire. On voit beaucoup de mémoire même. On s'est dit bonjour tout à l'heure, Jean-Marc et Irina. Voilà, cet instant est resté. Au moment où on s'est vu, on s'est reconnu. Et dans cette reconnaissance, évidemment, il y a de la mémoire. Maintenant, on peut penser à l'instant vécu, il y a une demi-heure, quand on s'est dit bonjour. Là, c'est une mémoire contactée. On peut penser à ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, il y a l'instant où on s'est vu, où on s'est dit bonjour, et là, on s'est reconnu. Il y a de la mémoire dans cet instant de vie. Mais maintenant, on peut penser à ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était une mémoire spontanée. Mais maintenant, si je pense à ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est une mémoire contactée. On pense à ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, c'était une mémoire spontanée. Il va falloir un petit peu discerner et voir cette mémoire spontanée dont on se sert à longueur de temps, et la mémoire contactée dont on se sert aussi beaucoup. On peut peut-être essayer de faire la distinction, on l'a déjà faite, mais entre la mémoire spontanée, qui elle n'est pas sonore, on ne pense pas, on ne parle pas en nous, parce qu'on pourrait dire que penser c'est parler en soi par exemple. On n'a pas besoin de parler, d'utiliser les mots pour être en contact avec cette mémoire spontanée. On peut dire aussi que cette mémoire spontanée, celle qui nous permet donc, comme tu disais, de conduire par exemple, ou de jouer au tennis, de faire la vaisselle, de simplement traverser une rue, parce que c'est aussi la mémoire spontanée qui intervient, qui est présente sans qu'on s'en aperçoive quand on traverse une rue. Il y a donc tout un tas d'expériences qui ont été enregistrées et qui sont présentes spontanément, sans qu'on ait besoin de parler, de penser, d'utiliser des mots lorsqu'on traverse une rue. Donc on peut dire que cette mémoire spontanée ne nous dérange pas, elle est présente sans qu'on s'en aperçoive, mais elle est là quand même. Par contre, c'est plutôt, en tout cas pour ce qui me concerne, la mémoire sonore, celle qui utilise des mots, des images, qui peut poser problème. Et la mémoire sonore, ce que tu appelles la mémoire contactée, qui elle est un monde intérieur composé à la fois d'images et de mots, de sons. Donc déjà essaie de bien discerner les deux. Le mental, la mémoire, mais également le moi, sont des aspects qui occupent une grande place dans notre vie. Les causes majeures de nos souffrances psychologiques résident et demeurent dans le champ même du mental et de la mémoire. Nous voyons beaucoup de gens attirés par des techniques de respiration, des formes de yoga différentes, afin de calmer le mental et les pensées. Si nous aspirons tant à nous libérer de l'emprise du mental,
c'est que nous en souffrons. Lorsque nous sommes pris dans le manège de nos pensées, nous ressentons l'espace en nous se rétrécir. Nous entrons dans la boîte que crée instantanément le mental lorsque les pensées sont actives. Alors, une espèce d'enfermement psychologique se produit. Les pensées incessantes absorbent toute la lumière de notre conscience et nous perdons la liberté de porter notre attention où bon nous semble. N'est-ce pas cela la liberté ? Ne plus être soumis à aucune force à l'intérieur de soi et être libre de porter notre regard où bon nous semble. Là où ça devient vraiment embêtant, c'est lorsque le mental, la dimension du mental, des pensées, enchaîne de façon récurrente sur des sujets. Et là, évidemment, on lance la machine à penser. Et cette machine, elle a une force en elle. Et on ne peut pas l'arrêter comme ça, cette machine. Chaque fois, je pose des questions, comment on peut être libre du mental, comment on peut s'arrêter de penser, comment on peut, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a des problèmes de cœur, de notre corps, et si tu commences à souffrir, tout de suite, le mental qui vient, et tu penses beaucoup et c'est encore, tu peux aggraver des problèmes. Voyez cela en vous. Lorsque nous sommes pris dans le manège de nos pensées et que quelqu'un nous sollicite à l'extérieur, nous devons comme nous extirper du puissant vortex que crée le manège du mental. Alors une question se pose. Comment pouvons-nous prendre un recul vis-à-vis de ce phénomène à l'intérieur de nous afin de nous en dégager et nous libérer de son emprise ? En commençant à porter des regards sur le phénomène lui-même. C'est en devenant le témoin, en portant notre attention sur le mouvement de nos pensées, que le manège des mots et des images du mental va naturellement perdre en puissance. Chaque être humain a la capacité de porter des regards en lui et de découvrir son univers intérieur. Mais très peu d'entre nous utilisent ce pouvoir. Aussi, lorsque l'on demande à quelqu'un de porter des regards en lui, la chose paraît difficile, voire impossible, et la personne se sent comme perdue. Plus nous pratiquerons ce que j'appelle le soi-regard, et plus cette action de l'esprit nous sera facile et deviendra très vite une seconde nature. En tout cas, j'ai remarqué que si on est attentif quand le mental se met en route et qu'on prend l'habitude, ce qui n'est pas facile, d'être attentif à ce moment où le mental commence à se mettre en route et à tourner autour d'un sujet particulier et à augmenter la puissance du sujet en question, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, je répète, c'est pas facile, mais si on fait attention, on arrive à être attentif au moment où le mental se met en route sur un point particulier, j'ai remarqué que petit à petit, ça se fait avec le temps, petit à petit, eh bien, on va devenir de plus en plus conscient de ces moments-là. Et justement, ça va permettre d'arrêter le mental ou de ralentir le mental avant qu'il ne prenne de la puissance et que ce soit pratiquement plus possible de l'arrêter. Donc si on est attentif dans l'éveil de ces moments où le mental se met en route, à un moment donné, eh bien, ça va permettre d'arrêter le mental beaucoup plus rapidement qu'avant qu'on fasse ça. En prenant conscience de nos pensées, nous prenons un recul vis-à-vis d'elles.
Nous créons alors un espace, un champ de conscience où un observateur va pouvoir porter des regards. C'est grâce à cet espace créé en soi, à ce recul, qu'un dégagement progressif va se produire et que nos pensées vont perdre en puissance. Vous constaterez que lorsque la conscience prend conscience du phénomène des pensées, alors l'activité et la puissance de celle-ci diminuent en intensité. Les pensées se dissipent, tels de petits nuages, et peuvent même totalement s'arrêter. Bien entendu, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais en maintenant l'éveil de l'esprit, une attention bien présente, focalisée dans notre dimension intérieure, alors cela s'accomplit. On a cette évidence en nous. Nous avons une partie mémorielle absolument naturelle, puisque à chaque seconde de notre vie, tout s'enregistre. La trace laissée, on est plein de traces laissées partout. Il y a des traces laissées dans notre cerveau, il y a des traces laissées dans notre mémoire sensible, émotionnelle, il y a des traces laissées dans notre intellect, il y a des traces laissées partout dans nos cellules, dans les cellules de notre corps. Mais lorsque on se souvient de quelque chose, c'est un état de vie vécu. Ce ne sont plus que des traces laissées. Oui, c'est la trace laissée vécue. Oui. Éveillée. Oui. Elle est à ce moment-là un reflet manifesté dans le champ de la conscience de ce qui est contenu en elle, de ce qui est contenu dans la trace laissée. La trace laissée, lorsqu'elle est éclairée, elle restitue dans le champ de la conscience un état de vie vécu. Et cet état de vie vécu, c'est un souvenir. Toute notre vie, nous avons créé des champs de conscience, sans être conscients de ce que nous faisions. Comment avons-nous pu assimiler tout ce que nous avons appris durant notre vie? En créant sans cesse des champs de conscience. Le problème est que nous n'avons aucun champ de conscience relatif à ce qu'il se passe dans notre dimension intérieure. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'aucun regard n'a jamais été porté. Ne comprenant pas que l'essentiel réside en nous, alors nous le délaissons. Nous délaissons l'intérieur et ne faisons que nous préoccuper du moi et des objets de ses désirs. La mémoire contactée, qu'on appelle le mental, les pensées, les projections. Et là, évidemment, c'est plus complexe, parce qu'il y a des arrière-plans, il y a un moi, il y a des instincts, il y a des désirs, il y a des... C'est pas insurmontable, on va regarder tout ça, hein. Il faut le regarder. C'est complexe, disons, par l'enchaînement. Nous sommes des êtres cycliques. À un moment, on veut jouir d'une chose, après, on n'en veut plus, et puis on veut jouir d'autre chose. Quand les choses seront un peu plus claires, notre vie sera un peu plus ordonnée, et puis on sera moins dans le chaos. On aura une perception spontanée de ce qui se passe au moment où il se passe quelque chose. Lorsque nous abordons le mental, une notion de mémoire entre en jeu. Nous savons que nous touchons à un aspect mémoriel de notre être. Mais le mental n'est pas qu'une simple mémoire. Notre mémoire n'est pas un simple enregistrement neuronal, tel un enregistrement sur une bande magnétique sur un support analogique. Notre mémoire vit en nous. Les sujets auxquels nous pensons, nos souvenirs, la mémoire que nous employons dans notre vie quotidienne emmagasine de l'énergie. Les sujets auxquels nous pensons le plus souvent s'imposent ensuite d'eux-mêmes dans notre mental. Alors, on voit beaucoup de mémoire en nous. On a la mémoire de nos sensations, mémoire visuelle, mémoire auditive, gustative. Il y a la mémoire
émotionnelle, la mémoire de nos sentiments. On peut très bien dire j'aime un tel, j'aime pas un tel, j'aime ceci, j'aime cela. Là, on fait appel à nos sentiments et on voit bien qu'il y a une mémoire relative à cet aspect, un aspect sentimental. Il y a la mémoire intellectuelle, la mémoire de nos idées. Là encore, on peut dire, tiens, j'ai telle idée sur la vie, je pense ceci, je pense cela. Les choses devraient être comme ceci ou comme cela, ou il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Voilà, on a la mémoire intellectuelle, on a la mémoire verbale, puisqu'on parle à partir d'un intellect. Et qu'est-ce qu'un intellect, sinon une mémoire verbale? Donc on voit beaucoup de mémoire. On voit une autre mémoire, la mémoire de nos gestes. On a appris à faire des choses physiquement. On a appris à conduire, à faire la vaisselle, je sais pas, à passer l'aspirateur, à aller faire des courses. Il va falloir un petit éclairage en ce qui concerne cette notion de mémoire et puis cette faculté qu'on a de mémoriser à partir de nos instants de vie vécus, à partir de nos expériences. Parce que, en fait, cette mémoire, elle est tout à fait naturelle à chaque instant de notre vie. Les événements qui ont marqué notre vie, émotionnellement, sentimentalement, reviennent également hanter le champ de nos pensées et planent dans nos esprits. Nous voyons bien qu'il se passe des choses en nous, dans nos profondeurs subconscientes. Cette dimension paraît bien obscure lorsque l'on tente de porter des regards en soi. Le mental, notre mémoire, nos pensées, nos souvenirs vivent en nous. Il va falloir être très attentif à ce phénomène et comprendre que penser n'est pas un acte anodin. En effet, chacune de nos pensées a des conséquences dans notre vie, dans le champ même de notre conscience. Elle a également une incidence dans la conscience collective humaine. Notre sensibilité, ce que nous éprouvons mentalement, sentimentalement, dépend de la nature de nos pensées, de notre vision du monde. Aussi, il est crucial de voir clair en soi et de mettre de l'ordre dans notre vie. Les pensées ont également des conséquences dans nos décisions, puis dans nos actes, et bien souvent, nous sommes poussés par des forces qui sont elles-mêmes le produit de nos pensées. Et si on observe ce que l'on vit lorsque l'on pense, on jouit. On jouit de nos pensées. C'est comme un rôle. Alors c'est formidable parce que dans le mental, on ne projette que des choses qui nous arrangent, que des situations où on est à notre avantage. Et puis, on est obligé de le constater au moment où on pense, ces projections, mais il y a aussi la jouissance liée à ces projections. Et on voit tout de suite qu'il y a un moi, notre image, à laquelle on est identifié, et on se voit ceci, on se voit cela. Donc, on commence à comprendre que on a goûté un petit peu aux fruits défendus, à la pomme, on a pris du plaisir à penser. Il y a en arrière-plan une jouissance à penser, à se projeter et à imaginer des histoires qu'on ne peut pas vivre dans le monde physique, parce que dans le monde physique, on se prend des claques à chaque coin de rue. C'est pas du tout la vie du mental. Évidemment, c'est beaucoup plus facile d'imaginer sa vie mentalement que physiquement. Donc il y a la vie réelle et la vie rêvée, quoi. Oui, la vie réelle, oui, le monde physique, on peut dire que c'est la vie réelle, oui, d'une certaine façon, et qu'il y a le monde rêvé. Alors ça, c'est sûr. C'est le monde mental. C'est le monde mental.
Nous serons éternellement les jouets de notre mental, de nos pensées, et serons sans cesse abusés par nos sentiments. Car ce que nous pensons, nous le vivons. Et parce que nous ressentons ce que nous pensons, alors nous y croyons. C'est une terrible illusion que de croire en ce que nous ressentons, car notre mental a enregistré des sommes invraisemblables d'erreurs, et cela trouble fatalement notre vision, nos pensées, nos sentiments. Notre âme sait et sent intuitivement qu'il y a des erreurs, et elle en souffre profondément. Alors elle se tourne vers l'esprit afin que celui-ci l'éclaire et lui révèle ce qui est vrai. La vérité n'est visible qu'en esprit, dit-on fort justement. La vérité est en dehors de toute conception mentale obscure, et chaque être humain a la capacité de se servir d'une lumière que nous appelons conscience, et de voir par lui-même ce qui est juste ou ce qui est faux. Au-delà des mots, au-delà des images, il y a une force.